Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette deuxième édition des échanges avec le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras. Mon nom est Marie-Lou Garon du Bureau des communications et des relations publiques et j'aurai le grand bonheur d'animer l'échange de cet après-midi. La première édition des échanges avec le recteur a eu lieu à la mi-juin. C'était à peine quelques semaines après la nomination de Daniel Jutras au poste de recteur et vous étiez près de 500 à nous suivre en direct sur le web. Nous nous sommes promis de nous revoir, alors nous voici aujourd'hui dans une formule cependant légèrement différente puisque nous accueillons aujourd'hui deux autres membres de l'équipe de direction, les vice-rectrices Marie-Josée Hébert et Louise Béliveau. Et au cours des dernières semaines, nous avons reçu plusieurs questions de votre part, près de 200. Cet après-midi sera donc l'occasion de discuter des enjeux qui vous inquiètent, des choses qui vous préoccupent, mais nous prendrons également le temps de prendre des questions en direct. Je vous rappelle donc que tout au long de l'échange, vous pouvez soumettre des questions à partir du web. Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue. Je vous laisse la parole pour commencer. Bonjour Marie-Lou, ça me fait plaisir de vous revoir. Bonjour à tout le monde qui nous regarde à distance. Je vous retrouve pour cette séance d'échange avec un grand plaisir. On est, vous le savez, à la veille d'une rentrée universitaire qui est tout à fait atypique. C'est une rentrée comme on n'en a jamais vécu. Et elle va certainement rester dans nos mémoires, certainement dans la mienne, dans la vôtre. Je tenais donc à prendre ce moment aujourd'hui pour faire le point avec vous sur les jours et les semaines qui s'en viennent, ce qu'on a devant nous, et aussi pour répondre à vos questions, comme vient de le dire Marie-Lou. Je sais que vous en avez beaucoup. Comme vous avez pu le remarquer, je ne serai pas seul pour répondre à vos questions. Je suis accompagné avec grand plaisir de deux de mes collaboratrices, la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Louise Béliveau, ainsi que la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, Marie-Josée Hébert. Elles en connaissent beaucoup plus que moi sur leur portefeuille respectif et pourront certainement répondre à certaines de vos questions et me corriger si jamais je me trompe. Là, moi, je compte sur vous, Louise Marie-Josée, pour m'aider sur ce terrain. Vous en doutez, on a passé une bonne part de l'été à effectuer la préparation du retour en classe de cet automne. C'est un retour qui va se faire, bien sûr, dans le respect des consignes imposées par la Direction de la santé publique. On a à cœur votre sécurité. Ça a demandé un travail vraiment colossal. On a dû établir des nouvelles modalités d'enseignement. On a réorganisé l'horaire des cours, l'assignation des salles. On a élaboré un protocole de retour progressif du personnel sur nos campus, des protocoles de nettoyage, une nouvelle signalisation, et j'en passe. Tout a été mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous et de toutes dès le premier jour de la rentrée. Nous sommes prêts et c'est grâce à la créativité, à l'énergie, au dévouement de centaines de personnes. Des collègues qui ont travaillé des longues heures cet été pour préparer notre automne. Et je voudrais tout de suite les remercier encore une fois du fond du cœur. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi ressemblera l'Université de Montréal dans les semaines et les mois à venir. Une bonne partie de nos activités, vous le savez, sera dématérialisée. Nos laboratoires d'enseignement et de recherche vont demeurer actifs, mais la majorité des cours seront faits à distance. De même, il y a une proportion significative de notre personnel administratif qui va continuer de travailler à distance au cours de l'automne. Toutefois, il y a une chose que l'Université de Montréal ne sera pas cet automne, c'est un établissement qui fonctionne au ralenti. Nous ne sommes pas une université en mode COVID, nous sommes une université qui poursuit sa mission d'excellence en enseignement et en recherche et vise cette excellence malgré la pandémie. Nous continuerons d'offrir des formations de grande qualité, de soutenir la réussite de nos étudiants et étudiantes, des chercheurs, des chercheuses partout sur le campus, sur les campus. Poursuivons nos projets novateurs dans le monde, dans la communauté, et on invite avec nous, on collabore avec nos diplômés et nos donateurs sur ce plan. Et nous souhaitons surtout être à l'écoute de vos idées, de vos besoins, de continuer le dialogue avec toutes les communautés, tous les membres de la communauté de l'Université de Montréal. Je souhaite qu'on continue, et c'est notre vœu le plus cher, mes collègues aussi le partagent, et vous le diront plus tard, on continue de souhaiter et d'être cette grande université qui fait la fierté de tant de personnes, qui priorise néanmoins la santé et la sécurité de tous et de toutes. J'ai été témoin de notre résilience au printemps dernier, votre résilience. J'ai vu nos équipes à l'œuvre. Je sais que tout se passera bien. Nous aurons une belle rentrée. On a eu ce matin une formidable activité d'accueil qui a été un énorme succès grâce au travail d'une équipe formidable. Et nous serons, grâce à cette belle rentrée, en mesure de répondre rapidement aux défis qui se présenteront à nous. Alors, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Merci
de partager avec nous vos questions, vos interrogations, vos inquiétudes même. C'est le moment de partager avec nous tout ça. Marie-Lou le disait, il y a un moment, on a reçu un grand nombre de questions. On a fait l'examen de ces questions. Il y a déjà des réponses qu'on peut vous donner, les questions qui seront posées spontanément. On y répondra aussi au meilleur de notre connaissance. Je suis très content d'avoir cette occasion de le faire avec vous aujourd'hui. Merci, M. Jutras. Je me tourne vers Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Madame Hébert, le monde de la recherche, en dehors de la recherche COVID-19, a été fortement ébranlé depuis le début de la pandémie. Les activités de recherche ont repris graduellement, mais comment entrevoyez-vous ce prochain trimestre sur le plan des activités de recherche? Je pense qu'il y a deux éléments de réponse essentiels d'entrée de jeu là, à souligner. Premièrement, il y a tout ce qu'on a fait collectivement. Puis je pense que ça, il faut souligner ce que le recteur a déjà souligné, la résilience, mais aussi la capacité de la communauté de travailler ensemble pour mettre en place les conditions de succès d'une reprise puis d'un maintien, pas seulement d'une reprise, d'un maintien des activités de recherche dans une vision d'excellence et de sécurité en même temps. Ça, c'est le premier élément. Puis deuxièmement, notre dialogue constant, croissant, attentif, soutenu avec les conseils subventionnaires. Alors, allons-y pour les deux. Là. Le premier, eh bien, à partir du mois de mars, et puis d'une manière très, très active au mois d'avril, non seulement on a développé des canaux de communication très, très soutenus avec l'ensemble de notre réseau, le campus, mais l'ensemble de notre réseau de recherche et d'innovation, mais on a développé aussi des outils pour que l'ensemble de la communauté de recherche se sente habilité à faire une recherche qui vise l'excellence, mais qui assume aussi les impératifs de sécurité pour les membres des équipes de la recherche, mais pour les participants à la recherche aussi qui viennent travailler avec nous sur nos campus. Alors là, il y a eu des outils de formation qui ont été déployés, mais il y a aussi eu la mise en place de comités de soutien et d'accompagnement, un comité de reprise des activités de recherche où siègent des chercheurs, des étudiants, des membres du personnel de la recherche, de nos collègues du domaine des services. Puis c'est vraiment ce travail collectif qui nous a fait relever tous ces défis-là, une étape à la fois, mais à chaque étape, apprendre en développant des outils qui bénéficient à l'ensemble de la communauté. Alors moi, je suis convaincue que maintenant, on a ce qu'il faut pour faire cette reprise-là d'une manière qui est efficace et qui est aussi créative. L'autre élément, par contre, c'est que oui, on a fait ce travail-là à l'interne, puis encore une fois, je veux remercier l'ensemble de la communauté, mais il est de notre devoir d'avoir un dialogue très soutenu avec les conseils subventionnaires, puis avec l'ensemble des équipes de direction des conseils subventionnaires, pour que, à la fois, les conseils comprennent nos besoins, incluant les besoins particuliers du Québec puis de Montréal, hein, parce qu'on a eu des conditions particulières durant cette pandémie-là. Donc, qu'ils les comprennent, qu'ils développent des programmes d'appui qui sont à la mesure de nos besoins, mais aussi quand collectivement on saisisse les opportunités qui vont se présenter. Je suis convaincue qu'il y a déjà eu des programmes qui ont été développés là, par les conseils subventionnaires puis par les ministères de l'Économie, du moins du côté fédéral. Et je suis convaincue qu'il y aura de nouvelles opportunités puis qu'on est bien positionné pour les saisir ensemble. Je vous remercie. Je me tourne vers Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études. On l'a entendu, M. Jutras l'a souligné en introduction, rentrée atypique. Oui. Pour vous, comment se passe cette rentrée et comment se passera-t-elle d'après vous? Bien, écoutez, la rentrée est commencée dans certains programmes, pas partout. Ça commence beaucoup la semaine prochaine. Cette semaine, on est dans la semaine des activités d'accueil. Et donc, on a les services aux étudiants qui ont organisé toute une série d'activités, certaines en virtuel, d'autres en présentiel.
On a par exemple des visites guidées sur le campus, on a des activités comme plus ludiques et d'autres qui visent à aider les étudiants à trouver les bonnes ressources dont ils auront besoin pour ce trimestre qui va être atypique. Puis on a toutes sortes d'autres activités qui s'en viennent aussi, organisées par les facultés, par les départements, organisées par les associations étudiantes. La FECUM a toute une belle grille d'activités à proposer pour la rentrée. Donc, on est prêt en termes d'activités d'accueil, là, et très heureux d'accueillir à nouveau nos étudiants virtuellement et sur le campus. Vous voulez peut-être que je vous parle aussi de comment ça va se passer en termes d'enseignement? Oui, comment les cours, de quelle manière les cours seront offerts, justement? Oui. Alors, le recteur l'a déjà mentionné dans son petit mot au début. Essentiellement, ce sera à distance. Donc, on a une grande proportion de nos cours, près de 70 pour lesquels les étudiants seront à distance et n'auront pas à se présenter sur un de nos campus. Pour ce qui est du reste, il y a 3 autres modes. Donc, il y a le à distance, il y a le présentiel, c'est un mot qui est à la mode présentement. Donc, ça veut dire que l'essentiel de la formation se déroule en présence de l'étudiant. Ce sont, par exemple, des cours de laboratoire, des stages aussi. Ensuite, on a ce qu'on appelle le multimodal. Le multimodal, ce sont des cours qui se donnent en présentiel, mais où la présence n'est pas absolument requise. C'est-à-dire, par exemple, un professeur ou un chargé de cours qui donne son cours avec quelques étudiants dans la salle de classe ou une certaine proportion des étudiants, pendant que les autres suivent le cours à distance. Et pour permettre ça, on a installé des caméras dans près de 200 salles sur le campus là, pour permettre cette modalité-là. Puis finalement, la 4e et dernière modalité, c'est l'hybride, qui mélange à la fois du présentiel et du à distance. Avec ces 4 modalités-là, on pense qu'on est prêt à faire face à l'ensemble des situations qui peuvent se produire, que ce soit des éclosions locales, par exemple, de la COVID, ou des personnes qui doivent s'auto-isoler pour une raison, parce qu'ils ont été en contact, par exemple, ou qu'ils ont des symptômes et qui ne peuvent pas venir sur le campus. Donc, je pense qu'on va être prêt pour la rentrée. Très bien, merci à vous 3. Et j'en profite pour rappeler aux auditeurs que vous pouvez en tout temps soumettre une question à partir du site Web. Cliquez sur le bouton « Poser ma question ». On va y aller dans le vif du sujet, commençant avec des questions que nous avions reçues. Et sans trop de surprise, on a reçu beaucoup de questions sur la rentrée. Comment est-ce que ça va se passer? Nadia Catelier de la Faculté de médecine nous interpelle pour savoir quels services seront offerts sur les campus. Monsieur Jutras, qu'en sera-t-il notamment des bibliothèques, des cafétérias, des services du centre de santé et de consultation psychologique, par exemple? Oui, écoutez, moi, je pense que la plupart des services seront offerts, sinon tous les services. Là, parfois, certains des services seront offerts à distance, mais les services dont vous parlez en particulier, je pense, seront tous disponibles cet automne. Peut-être que la question a été posée il y a un bout de temps, là, parce qu'on avait invité les questions il y a déjà, je pense, une dizaine de jours. Et donc, la personne qui pose la question, probablement, sait maintenant que les bibliothèques sont ouvertes depuis lundi. C'est un grand bonheur, je pense. C'est un lieu absolument essentiel dans la vie universitaire d'avoir accès à ces bibliothèques. On peut y emprunter des documents, on peut emprunter de l'équipement électronique aussi, consulter le personnel. Il y a des mécanismes d'emprunt sur rendez-vous qui ont été mis en place. Donc, je suis très content de pouvoir dire que les bibliothèques fonctionnent dans un contexte particulier, mais fonctionnent à plein régime, là, et que le soutien bibliothécaire sera offert à toute la communauté. Pour ce qui est des autres services auxiliaires, en particulier services alimentaires, je sais que les points de service alimentaire se sont adaptés à la circonstance. Il y aura des plats préemballés. On va changer l'offre, je pense, pour assurer la sécurité de la communauté, éviter les contaminations et les éclosions de COVID. Par ailleurs, c'est important de le noter, là, puis on reviendra là-dessus un peu plus tard. Je pense qu'il y a sans doute des choses que Louise Béliveau voudra ajouter sur les services de consultation pour le soutien psychologique, en particulier pour les étudiants, mais pas exclusivement. Mais une des choses dont je suis très fier là, et qu'il faut dire, il y a eu un investissement majeur qui a été fait pour s'assurer que dans un contexte de formation à distance, les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes dans leur interaction avec les profs en classe et ainsi de suite. Et donc, notre service de TI va être accessible sous peu, 24 heures par jour, 7 jours par semaine,
à la fois pour les étudiants et pour les enseignants, et pour aider, en particulier, je le note, là, parce qu'il y en a plusieurs qui nous regardent cet après-midi, des étudiants et des étudiantes qui sont dans un autre fuseau horaire, qui pourraient regarder, par exemple, les cours en différé là, ou en asynchrone. Je sais qu'on n'aime pas ces mots-là, mais c'est quand même ça. Là, des gens qui regarderaient donc en dehors d'une présentation en direct un cours, puis qui tout d'un coup se retrouveraient hors de nos heures de service, mais confrontés à un problème électronique. On aura donc cet accès à des conseillers OTI. Merci beaucoup. J'en profite pour continuer un peu dans cette même veine. Madame Béliveau, la pandémie, le confinement aura eu des effets assez dévastateurs sur notamment la santé psychologique de plusieurs. Nos étudiants nous interpellent à ce sujet-là. L'étudiant Dave Lagarde demande ce que vous comptez faire pour aider les étudiants qui pourraient se trouver en situation de détresse psychologique au courant du trimestre. Oui. Alors, on est bien conscient des enjeux qui sont liés à la santé psychologique chez les étudiants pendant cette période de pandémie. Et je dois vous dire que depuis le début, notre service de consultation psychologique et de santé est très actif. Les professionnels sont disponibles. On fait de la téléconsultation, donc de la consultation à distance. Et là, pendant le prochain trimestre, ça va se poursuivre avec un mode hybride. Il va y avoir de la consultation en présence sur les campus et de la consultation à distance. Je peux dire qu'une chose dont on s'est aperçu peut-être pendant la pandémie, c'est que la consultation à distance, ça peut être bon, ça peut faciliter l'accessibilité aussi pour certains étudiants à ces consultations. Donc ça va, je pense que ça va aider grandement nos étudiants, bien sûr. Puis, on a toutes sortes d'activités pour briser l'isolement, parce que l'isolement fait partie de cette détresse-là, bien sûr. Donc, les facultés organisent des activités tout au long du trimestre, encore une fois en présence ou en virtuel, pour faciliter la socialisation. Les associations étudiantes aussi organisent des activités, de même que les services aux étudiants. Donc, moi, je vais en profiter vraiment pour inviter les étudiants à profiter de ces services-là. Informez-vous. Cette semaine, là, il y a plein d'activités virtuelles pour vous expliquer quelles sont les ressources disponibles. Elles sont là pour vous, ces ressources-là. Profitez-en. Merci. On se tourne vers une question envoyée en direct. Question qui nous provient de Marie-Claude Payette pour vous, M. Jutras. L'Université de Montréal a dû annuler son offre de séjour à l'international auprès de ses étudiants. Dans le contexte actuel, comment envisagez-vous l'expérience internationale pour notre communauté étudiante et quelle place devrait-elle prendre une fois la pandémie derrière nous? Oui, écoutez, d'abord, je pense que c'est exact. On a dû annuler effectivement beaucoup de séjours à l'international, sinon tous les séjours à l'international. On a aussi fait des recommandations assez strictes sur les déplacements, non seulement des étudiants, mais des professeurs. Ça, je pense qu'il faut le savoir. La situation va continuer d'évoluer, je pense, sur le terrain international. C'est possible qu'on soit capable de libérer les gens pour qu'ils aient un peu de mouvement à l'échelle internationale, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Et ce n'est pas possible cet automne, certainement, pour ce qui est des séjours à l'international. Alors, comment envisager l'expérience internationale à l'heure actuelle? Je dirais de manière assez restreinte, il faut être honnête, mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'apport des étudiants et des étudiantes internationaux qui s'installent chez nous. Là. Il y a une expérience internationale aussi sur le campus et j'invite donc nos étudiants, nos étudiantes qui sont intéressés par cette dimension-là de leur expérience universitaire à s'intéresser aux étudiants issus de l'étranger. La question plus fondamentale qui est posée par Mme Payette, c'est celle de l'avenir. Bon, éventuellement, la pandémie va nous donner un peu d'espace pour respirer. On pourra recommencer à se déplacer. Et moi, j'ai la conviction que l'expérience internationale, ça fait partie des éléments essentiels d'un renouveau pédagogique, d'une expérience pédagogique améliorée pour les étudiants et les étudiantes de l'Université de Montréal. Et donc, à terme, on devrait viser à ce que tous et toutes puissent avoir, s'ils le souhaitent, une expérience internationale. Puis il y a plusieurs options, là, pas seulement
pas seulement les séjours d'études à l'étranger. On peut imaginer des stages, des expériences de terrain, et ainsi de suite. Et ce que je veux dire là-dessus, en fait, est assez important. La vice-rectrice Valérie Amirault n'est pas avec nous en ce moment. Je la salue si elle nous regarde à la télé. Mais je dois vous dire qu'on travaille très fort, là, même si c'est un moment d'interruption, on travaille très fort à réfléchir au partenariat qu'on a avec différentes institutions à l'étranger pour s'assurer que les partenaires internationaux où on enverra des membres de notre population étudiante soient des partenaires qui partagent nos valeurs, nos conceptions de l'enseignement, notre désir d'atteindre l'excellence. Donc, on ait des partenaires qui soient vraiment à niveau avec l'expérience de l'Université de Montréal pour s'assurer que le fait d'aller à l'étranger soit bénéfique pour nos étudiants et nos étudiantes. Alors ça, c'est un travail qui va se faire au cours de l'année qui vient. Je pense que la réflexion sur les nombreux partenariats qu'on a actuellement, là, il y en a quelques centaines, je dois vous dire, et je pense qu'il y en a qui peut-être sont plus adaptés aux besoins de notre communauté. Puis en attendant de pouvoir aller à l'étranger, Monsieur le recteur, on a énormément d'employés qui se demandent est-ce qu'ils vont pouvoir revenir sur le campus. Est-ce qu'on prévoit un retour de nos employés dans leurs bureaux respectifs? Ils reviendront un jour. Je pense qu'il faut... non, je blague, ce n'est pas un sujet sur lequel il faut blaguer, parce que je ressens la même inquiétude, là. C'est souhaitable, ça fait partie de l'expérience universitaire qu'on puisse interagir face à face, qu'on puisse se rencontrer. Je le disais dans un autre contexte, se regarder dans les yeux, se serrer la main. Éventuellement, on arrivera à se regarder dans les yeux, se serrer la main, je ne sais pas. Peut-être que cette pratique-là sera éradiquée pour toujours. Et donc, moi aussi, je souhaite que les employés reviennent sur le campus dès que ce sera possible, dès que les conditions le permettront. Pour l'automne, puis on l'a réitéré dans les directives, les consignes qui ont été publiées tout récemment, là, on continue à privilégier le télétravail. Il y a de bonnes raisons à ça, évidemment. Là. On a une communauté qui est nombreuse. On a 67 000 étudiants, plus de 10 000 employés. Ça fait du monde qui se déplace. Et si tout le monde revient en même temps sur le campus, moi, en tout cas, et je pense tout le monde dans mon équipe de direction, on a l'inquiétude que l'Université de Montréal serve de vecteur à une nouvelle éclosion. Et donc, ça, c'est vraiment pas souhaitable. Il faut donc qu'on soit prudent. Et le télétravail continue d'être privilégié cet été. On a donné des indications aux gestionnaires pour leur permettre d'ouvrir la porte un peu dans les cas où c'est souhaitable ou plus efficace que les employés soient sur les lieux. Et donc, chacune des gestionnaires, je pense, adapte la réponse à cette question en fonction des besoins de son unité. Et assure la mise en place de mesures de sécurité quand les gens vont revenir, évidemment, sur les lieux. Alors, je vous dirais, il est trop tôt là, pour annoncer quand le retour progressif ou le retour complet va pouvoir se faire sur le campus. Je pense qu'on va attendre de voir quelles sont les circonstances cet automne. Ceci dit, j'ajoute un élément important. Il y avait déjà une réflexion qui était amorcée à l'Université de Montréal, un comité qui avait été mis en place pour réfléchir au télétravail, en particulier en lien avec la construction du REM puis les obstacles que ça allait créer pour plusieurs employés qui se déplacent dans le transport en commun, pour lesquels ça devenait plus complexe. Et ce travail-là, il n'est pas perdu. Là. Il a été effectué. Il continue d'être pertinent. Il oriente les actions qu'on va mener cet automne. Mais là, il y a un exercice de projection dans l'avenir encore plus important. Une des choses que j'entends très souvent dans mes interactions avec les membres de la communauté, c'est cette question-là. Une fois la pandémie passée, est-ce qu'il y aura une possibilité de faire du télétravail? Et donc, à l'automne, on va constituer, c'est déjà en marche, là, un comité de réflexion, un comité expert, en fait. On a des expertises extraordinaires à l'Université de Montréal sur le télétravail pour nous guider, pour guider les actions en fondant la réflexion sur des faits, sur les meilleures pratiques, sur l'expérience de d'autres institutions et la nôtre à l'automne, de manière à établir une politique de télétravail ou des pratiques de télétravail plus claires, plus ouvertes probablement au courant de l'année 2021. Moi, je pense, on m'a dit l'autre jour, on est dans une période de grande incertitude. On ne peut pas vraiment faire de planification pendant qu'on est dans une période d'incertitude. Mon sentiment, c'est qu'on n'est pas dans une période d'incertitude. On est toujours en période d'incertitude. On ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais on est vraiment dans une période d'accélération, dans un moment où les transformations sont accélérées. Et sur ce terrain-là en particulier, il faut prendre acte de la transformation de nos pratiques, de ce que ça ouvre comme possibilité et essayer de les organiser intelligemment pour
je pense, pour le plus grand bien des employés, du personnel de l'université, mais aussi pour optimiser probablement certaines de nos activités, en particulier les activités administratives. Très bien. Donc, nous serons patients et prudents d'ici là. Exact. Parlons un peu de motivation, d'intérêt pour les études. Nous avons reçu une question de la part de Patrice Ryan de la FEP, la Faculté de l'éducation permanente, et je me tourne vers vous, Mme Béliveau, pour y répondre. Je le cite. « Dans ma charge de cours, j'ai constaté à quel point il est difficile de garder l'intérêt des étudiants. » Et je précise, on s'entend ici à cause des cours parce que les cours sont à distance. En tant que parent, je m'inquiète aussi du niveau de motivation de mon fils dans le contexte virtuel actuel. Quelles mesures seront mises en place ou sont mises en place pour nous assurer que les étudiants restent intéressés, qu'ils soient motivés, qu'ils ne perdent pas intérêt dans leurs études? Excellente question. N'est-ce pas? Oui. Écoutez, j'ai déjà parlé un petit peu des activités de la rentrée. Déjà, la première chose qu'on veut faire, c'est engager les étudiants dans leur parcours d'études, dans leur cheminement, en les accueillant virtuellement ou en présence, puis en leur permettant de socialiser. Le recteur a déjà parlé ce matin de la grande activité de la rentrée qui a eu lieu virtuellement, mais ce qu'on a constaté, c'est que déjà les étudiants sont en train de faire des liens entre eux. Ils s'interpellaient sur l'espace de discussion entre étudiants d'un même programme. Ça contribue beaucoup à la motivation. Un autre élément que je voudrais mentionner, c'est, je l'ai déjà dit aussi un petit peu, toutes les activités qui sont organisées en para-académique, autant par les départements, les facultés que par les associations étudiantes, par exemple, et qui vont aider à la socialisation professionnelle et à maintenir ce niveau de motivation chez nos étudiants. Dans les cours eux-mêmes, pendant tout l'été, le Centre de pédagogie universitaire a offert des formations aux professeurs et aux chargés de cours pour les aider à intégrer dans leurs cours à distance des pratiques un peu novatrices pour maintenir la motivation, l'interactivité. C'est ça qui manque, c'est l'interactivité entre le prof, le chargé de cours et l'étudiant. Donc, il y a des outils qui peuvent aider à faire ça. Et donc, le Centre de pédagogie universitaire a offert ces cours-là tout l'été. Ils sont encore disponibles s'il y a des gens intéressés. Ils ont été enregistrés puis sont maintenant accessibles en ligne. Et il y a plusieurs centaines de professeurs et de chargés de cours qui ont suivi ces cours-là pendant l'été. Donc, qui ont vraiment travaillé fort là, pour se préparer justement pour la motivation. Puis finalement, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on a aussi des services aux étudiants. Au service aux étudiants, on a un centre qui s'appelle le César, le Centre étudiant de soutien à la réussite, qui offre des consultations express par téléphone ou en ligne pour des étudiants qui sentent qu'ils ont des difficultés tout à coup, qui manquent de motivation. Ils offrent aussi toutes sortes d'ateliers qui peuvent aider, comment s'organiser, par exemple. Ça peut nous aider dans les aspects motivationnels aussi. Donc, on a vraiment toutes sortes d'éléments en place pour garder la motivation des étudiants bien présente. Oui, puis on sait que c'est un enjeu. On Oui. a une question d'ailleurs d'une étudiante pour vous, Mme Béliveau, Nora Chebi, qui se demande est-ce que les examens, ce sont prévoyants, ils pensent déjà aux examens, est-ce que les examens se feront en ligne ou en présence? Ça va dépendre. Ça dépend des cours. Il y en aura qui se feront en ligne, il y en aura qui se feront en présence. Dans notre environnement numérique d'apprentissage, qui est Studium, on a toute une série d'outils pour faciliter la passation d'examens à distance. Et dans les cours hybrides, par exemple, dans certains cas, ce sont les évaluations qui sont faites en présence. Donc, ça va être variable. D'accord. C'est dans les plans... Excusez-moi, pour finir, c'est dans les plans de cours. Donc, elle pourra le voir dans les différents plans de cours. Que les étudiants pourront prendre connaissance des modalités d'évaluation. Toujours dans cette même veine, disons, pas autant de la motivation, mais de l'expérience étudiante, M. Jutras, on a une question d'une étudiante, Charlotte Hendricks, qui constate que la qualité de l'expérience n'est pas toujours la même. Et je la cite, « Allez-vous réduire les frais de scolarité et les frais afférents en guise de reconnaissance d'une diminution des services? » Oui, bien écoutez, je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec la façon dont la question est formulée. Là, je le dis en tout respect pour Mme Hendricks. Je pense qu'on ne peut pas parler de diminution de qualité. En tout cas, ce n'est certainement pas l'intention de l'université que de réduire la qualité.
L'expérience est différente. Il n'y a pas de doute que l'expérience est différente parce que, comme le mentionnait Louise Béliveau, il y a une dimension d'interaction qui est importante puis qui s'est ajoutée dans bien des cas à des formations à distance dans des contextes para-académiques et dans des contextes hybrides. Alors, moi, je suis confiant qu'on est sur un terrain de grande qualité d'enseignement. Beaucoup d'investissements ont été faits dans cette direction-là. Est-ce qu'on va baisser les frais de scolarité? Non, malheureusement, non. Parce que la réalité de la situation actuelle, c'est qu'en fait, offrir un enseignement de qualité à distance, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Cet été, l'université a investi énormément d'argent pour installer des caméras dans une foule de salles de cours qui n'étaient pas là auparavant pour permettre un enseignement bimodal ou un enseignement à distance, permettre à des profs, par exemple, d'offrir leurs cours à un certain nombre d'étudiants, puis que d'autres puissent participer aux cours à distance, soit en direct, soit en différé. Ça coûte de l'argent. On a parlé des profs qui ont investi du temps cet été, des enseignants, des chargés de cours qui ont investi du temps au CPU pour se former. Ça coûte de l'argent. On a investi des ressources pour soutenir les étudiants dans leurs efforts. On a fait des prêts d'équipements électroniques. Ça coûte de l'argent. Les salles dans lesquelles on va opérer, donc, qui seront installées pour faire de l'enseignement un peu plus numérique, avec des ressources comme celle-là, tout ça, ça doit être financé. Là. Je vous épargne l'enveloppe globale, mais on parle de plusieurs millions de dollars investis cet été pour soutenir ce passage inhabituel dans lequel on se trouve. Et donc, non, on ne va pas réduire les frais de scolarité pour traduire une réduction de qualité. D'abord parce qu'à mon avis, il n'y a pas de réduction de qualité, puis ensuite parce que les coûts sont réels et il faut les combler. Parlant des frais afférents, là, ça, c'est un élément important. J'entends parfois, il y a plein de services qui ne seront pas à faire. On veut être remboursé pour ces services pour lesquels on a payé des frais. Il n'y a pas beaucoup de frais auxquels je peux penser à l'université qui touchent des services qui ne seront pas à faire. On le disait tantôt, les services seront à faire. Il y a des services que l'on achète à la carte. Là, je pense aux abonnements au CEPSUM, évidemment. Si les gens se sont abonnés, les remboursements ont été effectués au cours de l'été. Il y a quand même dans les frais afférents des montants qui représentent des ressources absolument essentielles pour maintenir et améliorer les infrastructures. Je parlais à l'instant du CEPSUM. Il y a une partie des frais afférents qui touchent effectivement le maintien des infrastructures du CEPSUM. Il est là, le CEPSUM. Il faut le maintenir en état. Ces dépenses-là continuent. Et donc, les frais couvrent en bonne partie ça et couvrent de nouveaux efforts, des améliorations de ces espaces. On parlait ce matin des toilettes non genrées au CEPSUM, par exemple. Mais ça aussi, c'est des dépenses qui continuent d'être effectuées. Et elles sont couvertes par la contribution qui est faite par les étudiants et les étudiantes à l'entretien du campus. Alors, la réponse, malheureusement, c'est non. Il n'y aura pas de réduction de ces frais. Je me tourne maintenant vers vous, Mme Hébert. On va sortir du contexte spécifique de la rentrée pour parler d'interdisciplinarité. Le professeur Michael Sinatra de la FAS, Faculté des arts et sciences, nous rappelle que lors de votre dernière allocution, vous avez évoqué l'importance de l'interdisciplinarité. Et sa question est la suivante. Comptez-vous mettre en place des mesures concrètes pour encourager des collaborations à l'interne, comme par exemple des subventions de démarrage? Bien, ça, c'est une question qui me fait plaisir, je dois l'avouer. Mais c'était pas arrangé, là, mais je l'accueille avec beaucoup de bienveillance. Et puis, c'est clair que si Louise veut participer à la réponse, ça va me faire plaisir aussi parce que toutes les deux, dans les 5 dernières années, on a travaillé en étroite collaboration pour s'assurer qu'on appuie l'appétit de la communauté Université de Montréal, là, tant dans le volet recherche que dans le volet formation, à travailler ensemble, mais à travailler ensemble dans un choc des idées féconds. Et ça vient de tout temps, hein, depuis des siècles et des siècles, ça vient d'un rapport respectueux avec l'autre discipline, l'autre manière de voir. Puis c'est ça qui fait qu'on découvre des manières qui sont différentes, innovantes, créatives.
Fait que ça, on l'a fait beaucoup depuis quelques années, n'est-ce pas, Louise? On l'a incarné à travers 4 grands projets qui s'appellent toujours, parce qu'ils sont toujours actifs, le laboratoire d'innovation, qui touchait la santé numérique, le développement durable, la recherche-création, qui est une force vive à l'Université de Montréal, et puis quelque chose qui n'était pas du tout ambitieux, qui s'appelle Repenser la vie, puis qui mettait en action nos forces vives en développement, vieillissement, santé mentale, éducation. Puis on a eu des succès, moi je suis très fière des succès de la communauté, c'est pas un succès de Louise Béliveau ou Marie-Josée Hébert, là, c'est vraiment un succès dans tous les domaines. Si on regarde, on a créé des nouvelles chaires de recherche, mais avec des co-titulaires. Ce n'est pas une personne seule. C'était minimalement 3 à 5 co-chercheuses ou co-chercheurs qui travaillent ensemble autour de thématiques de recherche, création ou de mobilisation des connaissances. On a appuyé des nouveaux projets intersectoriels. Ça, on l'a fait avec l'aide de notre bureau de recherche-valorisation. Quand on met ça ensemble, c'est plus d'1 million de dollars qu'on a investi dans ces nouveaux projets intersectoriels. On va continuer à le faire parce que la communauté en a besoin, parce que ça a de l'impact, c'est payant. Alors, vous êtes probablement au courant que les fonds de recherche du Québec ont maintenant un programme qui s'appelle Audace, puis qui vise à amener des regards intersectoriels, donc les 3 secteurs, nature, technologie, sciences humaines et sociales, arts et lettres, et puis sciences de la vie. Et on est l'université au Québec qui représente le plus fort contingent en termes de succès au programme Audace. Puis il faut voir que nos équipes qui ont eu du succès sont souvent des équipes qui ont bénéficié de nos fonds internes pour se préparer à aller chercher le programme Audace. Au niveau du fédéral, il y a eu une réflexion similaire avec le programme Nouvelles Frontières qui met en lien les 3 conseils subventionnaires. Puis encore une fois, on a vraiment des succès à ce niveau-là. Je ne peux pas aller dans le détail parce que l'annonce officielle n'est pas faite, mais les fonds de recherche du Québec ont financé 5 nouveaux centres de recherche qui sont en santé, mais avec une vision intersectorielle. On est allé chercher 2 des 5 nouveaux centres. Alors c'est clair qu'on va continuer à le faire, mais on va continuer à le faire en lien très étroit, formation, recherche et aussi internationale. Valérie n'est pas là, mais on a déjà commencé à travailler très étroitement avec Valérie à Miro, parce qu'il faut faire connaître notre savoir et notre savoir-faire à l'international, puis développer ces réseaux-là. Mais nos programmes de recherche ont participé à la formation de nouveaux programmes de formation. Puis on a des formateurs qui participent à nos activités de mobilisation des connaissances. Alors, c'est gagnant pour tout le monde, ça. Je vous remercie et je me tourne vers une question d'un auditeur. David Cherniak de la Faculté des arts et sciences. La question est pour vous, Monsieur le recteur. Hier, 150 scientifiques et médecins ont signé une lettre en lien avec la rentrée scolaire et la COVID-19. Ils ont souligné l'importance de la ventilation et de la qualité de l'air. À l'Université de Montréal, nous avons des bâtiments âgés. Est-ce que des investissements sont prévus pour assurer une bonne qualité de l'air en contexte de pandémie? C'est une excellente question parce que je me la suis, pas parce que, mais je me la suis posée moi aussi en lisant la lettre des scientifiques dont parle M. Cherniak. Je pense que c'est une question importante, puis je l'ai posée. On a l'immense bonheur d'avoir une nouvelle personne à la direction des immeubles, M. Ghislain Chassé. Moi, sa réponse m'a rassuré. J'espère qu'elle rassurera les gens qui nous écoutent. Et pourquoi elle me rassure? Parce que ce qu'il me dit, c'est qu'on a passé l'été à faire l'examen de nos systèmes de ventilation. Tous les systèmes de ventilation sur tous les campus. Faire le nettoyage, les entretiens requis, changer les filtres partout où c'était nécessaire. Et donc, le maximum est fait. Là. Évidemment, on a des bâtiments âgés, mais on a des bâtiments qui ont quand même des équipements suffisants pour assurer la qualité de l'air en temps normal. S'ils sont bien entretenus, moi, je suis confiant que la situation est sous contrôle. D'autant plus, et je pense que c'est important de le noter, que nos espaces ne seront pas occupés comme à l'ordinaire. Hein. Ils sont calibrés pour assurer la qualité de l'air pour 100 d'occupation, alors que là, on va être dans un local donné, 20 à peu près des gens qui occuperaient normalement cet espace. Et donc, je pense qu'on peut être assez confiant que la qualité de l'air va être au rendez-vous cet automne et par la suite.
c'est justement par la suite, on a reçu énormément de questions à propos du trimestre d'hiver. Les étudiants, entre autres, pensent déjà à l'hiver. Est-ce que, M. Jutras ou Mme Béliveau, est-ce que la session d'hiver 2021 sera semblable à celle de l'automne? On va donner la même réponse. On y pense. Moi, je pense que je peux laisser Louise répondre. Là, il est un petit peu tôt. Je pense que l'idée au comité de direction, c'est d'attendre un peu. Mais Louise? Oui, en fait, on a décidé d'attendre, de laisser passer la rentrée quelques semaines pour voir comment ça se passe et pour voir comment on va pouvoir s'ajuster au trimestre d'hiver. Donc, demeurer à l'écoute. Vraisemblablement, là, fin septembre, début octobre, on devrait avoir des précisions. On se concentre sur l'automne pour le moment. On se concentre sur l'automne, puis on va apprendre du début de l'automne pour préparer l'hiver. Monsieur Jutras, la pandémie, évidemment, aurait eu des conséquences financières sur les individus, sur les gouvernements, mais plus spécifiquement, on a une dame, André Méran, du régime de retraite, qui aimerait savoir quels seront les effets sur les finances de l'université. Oui, bien, il y a un impact négatif, là, on ne peut pas le nier. C'est vrai de toutes les universités au Canada. Là, tout le monde va être confronté à ces conséquences négatives sur le plan économique. Un peu comme pour la question de la rentrée, il est encore un peu tôt pour mesurer exactement quel est l'impact de la pandémie. On va parler, je sais qu'il y a une personne qui a posé une question sur les inscriptions. Pour l'instant, les nouvelles ne sont pas mauvaises du côté des inscriptions et donc on n'anticipe pas de grosses douleurs sur le plan de cette source de revenus, d'autant plus que le gouvernement du Québec a choisi très tôt dans la pandémie, d'ailleurs, puis ça a été très apprécié des universités, de fixer la subvention à l'enseignement à partir des chiffres de l'année dernière, pas des chiffres de cette année. Ils ont donné une belle stabilité là, sur ce plan-là. Bon, évidemment, il reste à voir si on aura, parce que c'est l'autre volet du financement, si on aura le même niveau de frais de scolarité, les mêmes niveaux d'inscription, et ça soulève l'enjeu des étudiants internationaux aussi. Mais sur ce plan-là, en tout cas, je pense que les prévisions ne sont pas trop négatives. Là où ça va paraître, c'est dans les services auxiliaires, services alimentaires, stationnement et ainsi de suite, là, ou résidences aussi, parce qu'on a réduit l'occupation de nos résidences de manière significative pour créer de la distanciation sociale. Là, il y a un impact réel. On parle de plusieurs millions de dollars, mais il est trop tôt pour chiffrer exactement cette perte-là. Moi, je dois vous dire, je suis assez content. On a un bon environnement en ce moment pour ce qui est du financement universitaire. Je sais que ça a été un enjeu et ça demeure un enjeu. Cette question-là n'est pas réglée, du financement des universités. Mais cette année, je dirais que le gouvernement du Québec a vraiment montré une volonté de soutenir l'enseignement supérieur, une volonté plus convaincante que celle de beaucoup de gouvernements des autres provinces, là, il faut le dire. Et on a encore eu un exemple de ça tout récemment. Là. Les gens à la maison savent que Mme McCann a annoncé un nouveau soutien, en partie destiné aux étudiants, mais en partie destiné aux activités de soutien psychologique, soutien à la réussite, soutien aux ressources en TI, soutien à la nouvelle pédagogie ou à la formation à distance. Alors, moi, je suis très encouragé de ça, puis on est reconnaissant, puis on leur dit là, aux gens à Québec à quel point c'est apprécié qu'ils soient conscients des difficultés auxquelles on fait face. Puis au-delà des répercussions financières, il y a des gens qui nous posent aussi des questions. Quelle transformation la pandémie va-t-elle avoir sur l'université de manière plus générale? Et Guillaume Puren, des technologies de l'information, pose la question, est-ce que vous pensez que ça pourrait même favoriser une transition vers une université entièrement numérique, par exemple? Bon, je suis content que cette question-là me soit posée exactement dans ces termes-là, puis je vais le dire directement dans la caméra parce que je vais être bien compris là-dessus. Il n'y aura pas de mouvement de l'Université de Montréal vers une université entièrement numérique. Ce n'est pas dans les cartes. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas compatible avec notre histoire. Et donc, on ne se dirige pas vers une Université de Montréal à distance pour tout le monde et en toutes circonstances. Moi, j'ai aucunement l'intention de faire ça. Et donc, si ça se fait, ce ne sera pas avec moi à la tête de l'Université de Montréal.
ceci dit, il y en a des transformations, puis on a parlé de télétravail tantôt. Permettez-moi de me concentrer sur l'enseignement. La formation à distance, en ce moment, nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire compte tenu des circonstances sanitaires. Mais à terme, il va falloir, et cette réflexion-là est déjà amorcée, là, on en parlait cette semaine dans une réunion du comité de direction, des doyens, et encore aussi dans une réunion avec le conseil de l'université. Puis je suis certain qu'on aura l'occasion d'en parler à l'Assemblée universitaire aussi dès la reprise de nos activités. Il faut réfléchir à la place que pourrait occuper la formation à distance dans une perspective d'excellence dans l'enseignement. Alors, il y a plusieurs raisons de vouloir faire de l'enseignement à distance. On en a des exemples vraiment intéressants. On fait de l'enseignement à distance à la Faculté de médecine, dans le campus de Mauricie, là, qui a été un grand succès, je pense. On peut imaginer, puis on aura des annonces, je l'espère, là-dessus, d'autres expériences comme celle-là, de délocalisation pour lesquelles la formation à distance est très utile. Puis plus que ça, moi, je pense qu'on peut imaginer, non pas une transition de l'Université de Montréal vers un environnement totalement numérique, mais une transition de l'Université de Montréal à l'intérieur de laquelle, sur le plan pédagogique, on cherche les meilleurs moyens d'atteindre nos objectifs pédagogiques, donc chercher l'excellence de l'enseignement, et où la formation à distance est peut-être intégrée dans chaque cours. Moi, j'en ai fait quand j'étais professeur de droit, j'en ai fait la formation à distance, mais toujours intégrée dans un cours en présentiel. Hein? Donc, je faisais de la formation, on envoyait de l'information ou des exercices ou des activités aux étudiants, puis ensuite, on occupait l'espace qu'on avait ensemble dans la même pièce pour aller vraiment beaucoup plus loin dans l'apprentissage. Et donc, oui, moi, ça, je compte beaucoup sur cette transition. Ça fait partie de cette hypothèse de renouveau pédagogique. Là, je sais que c'est des mots qui sont associés à une période malheureuse au Québec, là, mais de réflexion sur l'excellence de l'enseignement, ça fait vraiment partie de l'exercice. Et je pense qu'il faut chercher la pertinence de la formation à distance dans l'ensemble de nos activités de formation et d'encadrement. Sans toutefois devenir une université numérique. Pas en tout. Comme certaines personnes semblent craindre. Nous avons une question qui nous est posée par Lise Proux. Pour vous, M. Jutras, est-ce que la fréquence de l'entretien ménager dans les lieux communs à l'Université de Montréal sera augmentée? Écoutez, augmenter, je le souhaite. Je pense qu'on fait tout dans cette direction-là. Là, vraiment, il y a des efforts très significatifs. Je vous donne un exemple, peut-être Louise pourra ajouter là-dessus. On a beaucoup réfléchi dans le portefeuille avec l'équipe de Louise à la manière dont on a structuré l'enseignement, surtout les cours en présentiel. Et donc, à moins d'exceptions à peu près inexistantes, il n'y aura pas 2 cours à faire en séquence dans le même local. Pourquoi? Parce qu'après le premier cours, il y a une opération de nettoyage qui va être faite, de désinfection qui va être faite dans ce local. Pour la même raison, donc d'éviter des occasions d'éclosion du virus sur le campus, il n'y aura pas ou très, très peu de cours à faire en contigu, dans des salles contiguës, pour éviter des mouvements des étudiants et des étudiantes qui augmentent les risques de contamination. Et donc, oui, il y aura des efforts particuliers. Je sais c'est une question sur laquelle on planche, là, que les gens sont préoccupés, par exemple, du nettoyage des toilettes, du nettoyage des espaces communs, et ainsi de suite. Et il y a des efforts très, très significatifs qui vont être faits cet automne pour assurer la qualité des nettoyages et la désinfection des espaces. Je vous remercie. Madame Hébert, je me tourne vers vous. Nous avons une question concernant les laboratoires de recherche. S'il y a une chose qu'on a bien apprise avec la pandémie, c'est à quel point les laboratoires de recherche sont des services essentiels. L'étudiante Mona Smith demande comment prévoyez-vous soutenir adéquatement nos laboratoires de recherche en ces périodes de sous-financement? Bien, j'y ai fait un petit peu allusion dans ma première réponse, mais ça me donne l'occasion d'y aller un petit peu plus en détail parce qu'en fait, je pense qu'il est clair qu'on ne fait pas la recherche comme on le faisait avant. Et il y a eu des défis, puis il y en a encore. Je pense qu'il faut aussi saisir le fait qu'il y a des opportunités. Là, on a appris à faire des choses différemment, puis il ne faudra pas revenir sans réfléchir. Hein? Donc, il faudra s'assurer que les éléments qui sont favorables à une efficacité plus grande qu'on a découvert à la faveur de la crise, qu'on puisse les maintenir et puis les diffuser.
Par contre, on est d'accord que le milieu de la recherche il y avait eu des améliorations là, à partir de 2018, mais auparavant avait subi des coupures importantes et on mesure encore les cicatrices qui ont été laissées par un sous-financement du début du tournant du siècle, là. Et donc, c'est clair que, comme je le mentionnais, on travaille très étroitement avec les conseils subventionnaires fédéraux, avec les fonds, à penser les programmes ou à donner notre opinion ou à, on l'espère, influencer positivement les nouveaux programmes de telle sorte qu'ils tiennent compte des besoins actuels de la recherche qui ne se fait pas comme elle se faisait dans l'an 2000, puis qui, pandémie ou pas, ne se fera pas comme elle se faisait dans l'an 2000, et qui tiennent compte des aspirations de, on va dire, la jeune génération de chercheurs qui voient les choses d'une manière beaucoup plus ouverte, dynamique, collaborative, innovante. Puis ça, on est là, pour canaliser, appuyer, mais aller chercher les leviers aux différents paliers du gouvernement. Je parle beaucoup des conseils subventionnaires, mais il y a les conseils subventionnaires, puis il y a les différents partenaires de l'ensemble de la société civile qu'on doit mobiliser. Et donc, oui, travail important avec mon collègue Raymond Lalande au niveau philanthropique, avec Valérie Amirault, donc elle sait qu'on pense à elle, au niveau des partenariats communautaires, au niveau des fondations privées qui servent de levier pour le financement de la recherche. Mais pour faire ça, il faut être présent. Un élément dont je suis très fière, moi, de cette histoire, un des éléments dont on aura à se souvenir de la pandémie, ça a été la présence de la communauté de l'Université de Montréal dans l'espace public. Moi, à chaque fois que je lis quelque chose dans les médias, il y a deux éléments. Un, je suis contente de recevoir l'information, puis il y a ma petite fibre Université de Montréal là, qui vibre et qui me dit « Je suis fière de ma communauté ». Alors ça, il ne faut pas l'oublier. On a encore, on aura à jouer un rôle important là, pour non seulement combattre, mais se sortir de cette crise-là. Mais on a des leçons à tirer, puis à le faire ensemble. Et ce que la communauté a réussi à faire, j'en suis déjà très fière, puis on va continuer à l'appuyer. Je vous remercie. On a évoqué l'expérience internationale pour les étudiants et vous le mentionniez, M. Jutras, nous avons des étudiants internationaux à l'Université de Montréal, habituellement entre 5 500 et 6 000 par trimestre. Madame Béliveau, Francis Perron de la Faculté de musique aimerait savoir, pour ces étudiants internationaux dont certains peuvent être inquiets avec la situation actuelle, pouvez-vous nous résumer quelles sont les actions prises par l'université pour aider ces étudiants? Oui, merci, M. Perron, pour cette question. On sait qu'il y en a beaucoup à la Faculté de musique aussi, des étudiants internationaux. On a travaillé très fort. Il y a toute une équipe qui a travaillé très fort et qui continue à travailler en soutien à nos étudiants internationaux, nouveaux ou ceux qui étaient déjà avec nous. Encore une fois, avec Valérie Amirault, à l'international, au Bureau des étudiants internationaux et dans toutes les facultés et les départements. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a les étudiants qui étaient déjà avec nous, qui ont donc déjà leur permis d'études en poche. Et ceux-là peuvent venir dans la mesure où ils sont en mesure de se déplacer, évidemment, peuvent arriver au Canada. On leur a préparé des petites lettres pour ceux pour qui il était important qu'ils soient avec nous, pour qu'ils puissent suivre les cours en partir du Canada. Pour les autres, les nouveaux, ceux qui n'ont pas leur permis d'études, ils peuvent commencer à distance leur premier trimestre. On a fait des gros efforts dans les facultés, dans les départements pour annoncer suffisamment longtemps d'avance quel était le format des différents cours. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est s'assurer de prendre des cours qui n'exigent pas la présence sur le campus pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Pour les nouveaux, autant que pour les anciens qui ne peuvent pas se déplacer, bien évidemment. Ce que je veux les inviter à faire, c'est vrai qu'ils ont des préoccupations particulières. Ils ont été contactés par leurs unités ou par le Bureau des étudiants internationaux. Et ceux qui ont encore des préoccupations, vraiment, je les invite à prendre contact avec leur responsable de programme ou avec leur TGDE, la technicienne en gestion des dossiers étudiants, qui joue un rôle très important, pour discuter de ce cheminement-là et de comment ils peuvent l'organiser.
ce cheminement-là. Le recteur l'a déjà mentionné, on a mis en place des services de soutien 24/7, justement en pensant à eux, qui ne sont pas toujours sur les mêmes fuseaux horaires. On encourage nos professeurs et nos chargés de cours à enregistrer leurs cours pour qu'ils puissent être écoutés à différents moments. On sait que dans certains pays, il peut y avoir des problèmes techniques ou technologiques, par exemple, avec Internet, donc pour faciliter, entre autres, la vie à ces étudiants-là. Donc, on a vraiment mis, on a toute une équipe que je remercie d'ailleurs beaucoup, autant dans les facultés que dans les services, là, qui met beaucoup d'efforts en soutien aux étudiants internationaux. Je vais peut-être vous lancer une petite innovation qui a été mise en place dans un de nos programmes, justement pour les étudiants internationaux qui ne peuvent pas se rendre. Alors, dans un de nos programmes, les gens, et ça vient des gens du programme eux-mêmes, se sont organisés avec des partenaires privilégiés en Europe et en Australie pour que les étudiants des différents pays concernés puissent commencer leur formation chez nos partenaires et venir nous rejoindre après, là, quand ce sera possible. Ça c'est un exemple d'innovation qui est né de la situation actuelle. Merci. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les étudiants internationaux qui nous écoutent présentement par le web. Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous. Monsieur Jutras, je me tourne vers vous pour parler de rémunération. Franck Berdin de l'École d'architecture ne cache pas sa déception à propos de l'étude menée sur la rémunération des cadres et professionnels. Et plus spécifiquement, Monsieur Berdin se désole du fait que l'encadrement de personnel ne soit pas reconnu. Il préconise une prime d'encadrement, voire même une échelle salariale séparée pour les cadres. Que lui répondez-vous? Écoutez, c'est une question importante, c'est une question assez technique, là, mais je sais qu'elle préoccupe les membres de notre association des cadres et professionnels. D'abord, le dernier bout de la question en premier. Je pense que la législation sur l'équité salariale nous empêche, en fait, de séparer les cadres des professionnels dans ces échelles dont on parle. Et donc, je vais commencer ma réponse par dire, c'est justement parce qu'on s'intéresse beaucoup, on se préoccupe et on valorise le travail qui est fait par les professionnels et les cadres, que l'exercice dont on parle, qui est un exercice de révision des échelles salariales, a été mené avant que j'arrive, mais il a été mené de manière très sérieuse par l'université avec un accompagnement de consultants externes de grande qualité. Et le but, en fait, c'était de voir si nos cadres et nos professionnels sont bien traités ou étaient traités équitablement par rapport à des institutions équivalentes, d'autres institutions d'enseignement ou équivalentes à un autre titre. Alors, l'exercice a été mené. Je sais qu'il y avait des attentes à cet égard-là du côté des cadres et des professionnels, mais le résultat de l'exercice, c'est qu'il y a certaines classes pour lesquelles le traitement était, en fait, avantageux ou adéquat, équitable, parfaitement en ligne avec le reste du marché, en particulier les classes 1, 2, 3, puis certaines classes 4, 5, 6 pour lesquelles il y avait une différence et l'ajustement a été fait sur ce terrain-là. Alors, bon, je suis conscient de la déception. M. Berdin, je pense, l'exprime clairement. J'entends son cri du cœur, mais la réalité, c'est que l'exercice qui était mené, c'était de s'assurer qu'il y avait une grille salariale, une série d'échelles salariales qui place nos cadres et nos professionnels sur un terrain juste, équitable par rapport aux autres institutions du même type, et je pense qu'on y est parvenu. J'aimerais, Mme Béliveau, qu'on revienne sur la question équipement informatique, ou plutôt à cause des cours à distance, parce que la question nous a été posée à plusieurs reprises, notamment l'étudiante Seda Bessal, qui aimerait savoir si l'université serait en mesure de fournir du matériel informatique aux étudiants qui seraient dans des situations financières précoces. Oui, on l'a fait. Hein, on l'a fait ce printemps et cet été, on a fait des prêts d'ordinateurs portables et de petits ordinateurs de table. D'ailleurs, on a des étudiants du trimestre d'été qui se termine, qui ont toujours des ordinateurs portables en leur possession. Je les invite à les rapporter. Un petit commentaire éditorial. Non, mais plus sérieusement, on va avoir encore un programme pour aider les étudiants qui auront des difficultés. Ce sera annoncé au cours des prochaines semaines. Mais je veux aussi en profiter pour dire que, bon, le recteur l'a mentionné tout à l'heure, les bibliothèques sont ouvertes maintenant. Et dans nos bibliothèques, on a des postes informatiques aussi qui sont accessibles. Donc, les étudiants pourront venir travailler dans les bibliothèques sur les quelques centaines de postes là, qui seront disponibles
avec tout le respect nécessaire des conditions sanitaires en vigueur et pourront aussi bénéficier de l'Internet à l'université dans ce contexte-là. J'apprends que nous en sommes déjà à notre dernière question de cet entretien. On va y aller avec une question qui nous a été posée. Je dirais que c'est une question-suggestion. Louise Cochon, des services aux étudiants, vous demande, M. Jutras, est-ce que l'université pourrait accueillir une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 afin que les employés dont la présence est essentielle puissent être testés de manière régulière? Bon, j'entends, vous me dites qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais vous donner une réponse courte. La réponse courte à ça, c'est que les activités de dépistage sont menées par les directions de santé publique. Ce n'est pas l'université qui va faire les activités de dépistage. Et donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en collaboration très étroite avec la santé publique, en particulier avec la direction de la santé publique de Montréal, avec laquelle on est en conversation, je vous dirais, presque quotidienne cette semaine, pour parler des protocoles en cas d'éclosion, des activités de dépistage, le cas échéant. Et donc, nous, on va collaborer totalement, le pied dans le tapis avec la santé publique pour assurer la sécurité de nos communautés. Mais ce n'est pas nous qui allons faire les tests de dépistage. C'est entendu. C'est tout le temps dont nous disposons cet après-midi. Je vous remercie très sincèrement, Mesdames et Messieurs, pour votre présence, pour votre participation. Monsieur le recteur, Mesdames les vice-rectrices, je vous remercie de vous être prêtés au jeu. Peut-être un petit tour de table pour la fin, Madame Hébert? Bien, merci à vous. Merci à toute la communauté. Une période inusitée où est-ce qu'on a des grands défis, mais on les assume collectivement et j'ai confiance que ça va bien se passer. Merci. Madame Béliveau. J'appuie ce que ma collègue a dit, mais moi, je voudrais ajouter aussi, je voudrais vraiment remercier tous les membres de la communauté qui ont travaillé extrêmement fort cet été pour préparer le trimestre qui s'en vient. Puis je voudrais souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Merci, Monsieur le recteur. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça, honnêtement. Je partage exactement leurs sentiments. Peut-être un mot pour vous dire que cette semaine, je suis en ce qu'on appelle une tournée éditoriale. Donc, je rencontre des journalistes des médias électroniques et écrits à Montréal. Et le message essentiel que je veux faire passer, puis je veux en profiter pour le faire passer ici, on s'occupe de nos gens, on est prêt pour l'automne, mais on garde le cap sur l'excellence, sur la volonté d'influence, sur la fierté qu'on veut bâtir pour l'Université de Montréal. L'université existe depuis 8 siècles. On va exister encore, je l'espère, dans 8 siècles. Mais on sera gagnant si on continue à viser l'excellence et l'influence durable dans nos communautés. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci de votre animation. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier l'équipe des technologies de l'information qui a rendu possible la diffusion de cet échange. Et moi, je vous donne rendez-vous au courant de l'automne pour une autre édition des échanges avec le recteur. Merci à tous. Bonne fin de journée et au revoir.